Bienvenue rocheux, rocheuses, précieux auditeurs, précieuses auditrices, à mon émission The Rock Show. Je suis votre gorgone bienveillante, toute dévouée. Je vous invite cette semaine sur mon île pour l'Halloween. On va s'asseoir dans les cucurbitacées, j'adore ce mot-là, dans les potirons illuminés, pour manger des roquettes et des suçons soucoupes volantes. C'est la pleine lune ce soir. J'espère que vous pouvez la voir. Alors, l'Halloween, cette fête bénie d'entre les fêtes où on peut être ce qu'on veut. Une princesse, un vampire, un zèbre. On peut même être fardoche maintenant, puis on a l'embarras du choix parce qu'on peut être le vieux ou le nouveau fardoche. Oh wow! Et moi, une année, j'ai été un tigre multicolore et puis si j'avais pu, je serais restée un tigre. Donc, j'aime bien être ce que je veux pour une journée. Ça me fait du bien. Fête magique des Celtes qu'on appelle le Samhain. Je dis on appelle parce que c'est encore fêté. Hein, il y a toute une résurgence là, du côté pagan là, aujourd'hui. Et puis, c'est encore fêté, le Samhain. Moi, il y a des gens qui disent Samhain, mais phonétiquement, bon, bref, il y a toutes sortes de façons de le prononcer. Moi, je le prononce Samhain. Alors, voilà, je vous l'annonce. Ceux qui ont les oreilles qui frisent, là, ben, je suis désolée. Mais moi, j'ai toujours dit Samhain. Alors, le Samhain, hein, on le fête encore. C'est une fête, d'ailleurs, qui s'est adaptée à l'homme moderne, puisqu'on s'entend qu'on le fête pas exactement comme les Celtes. Chacun a sa façon personnelle de le fêter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que la plupart de nos fêtes chrétiennes sont calquées sur des fêtes celtes, païennes. Yule est un exemple. Donc, Yule, c'est le solstice d'hiver chez les Celtes. Ça arrive en même temps à peu près que Noël chez les chrétiens. Quel drôle d'adon. Et Pâques, il y a beaucoup de corrélations qu'on peut faire avec la fête d'Ostara chez les Celtes, qui est une fête d'équinoxe... non, je suis bien mélangée. D'équinoxe de printemps. Et, par exemple, la fête de Marie, bon, qui est une fête qu'on fête depuis tant aujourd'hui, au mois de mai, qui arrive le 1er mai. Oh, c'est comme en même temps que Beltane. Donc, c'est comme un addon pas mal spécial. Moi... je vous rajoute aussi, la Chandeleur, qui est une fête de la lumière chez les chrétiens, hein? Mais c'est Imbolc chez les Celtes. Donc, ça arrive à peu près à la même date. Partout à Tis. Les druides sont partout. Mais bon, ça, c'est très documenté, hein? On a beaucoup voulu christianiser les Celtes en calquant... en prenant, par exemple, les fêtes chrétiennes et en les juxtaposant à leurs fêtes. Donc, voilà, c'était un phénomène qui était très, très courant à cette époque-là pour christianiser les Celtes, de calquer les fêtes chrétiennes par-dessus leurs fêtes. Alors, l'Halloween, c'est la fête des ancêtres chez les Celtes, de la dernière moisson, de la mort, parce que c'est leur jour de l'an. L'année se clôt au Samhain pour en commencer une nouvelle, un peu comme nous, le 1er janvier. Si je me souviens bien, il me semble que c'est la Saint-Sylvestre. Donc, en fait, nous, c'est la fin de l'année chrétienne, mais nous, la fin d'année celte est vraiment au Samhain, le 31 octobre. Au Mexique, autour des mêmes dates, c'est la fête des morts. Et chez les chrétiens, c'est la Toussaint, la fête de tous les saints, le All Hallows Eve. Alors voilà l'origine de ce nom étrange qu'est l'Halloween. Ce n'est pas du gaélique, lointain, non, c'est de l'anglais. Alors ce mot-là est un nom chrétien d'une fête païenne. Bref, il y a tellement d'affaires dans cette fête. C'est comme un plat de bonbons finalement, il y a beaucoup de choses. Elle a beaucoup de déguisements. Mais ce qui est intéressant, c'est que même chez les chrétiens, c'est une fête de fantômes. Des saints. C'est des fantômes. J'ai des fantômes gentils, mais c'est des fantômes. Quand Thérèse de Lisieux ou Sainte Bernadette Soubirous viennent te visiter pour exaucer ton miracle ou ta prière, ben c'est un fantôme gentil là, qui vient interférer avec le royaume des vivants. Alors moi, je trouve que c'est très intéressant que cette perméabilité entre les mondes fasse l'unanimité à ce point. Entre toutes confessions confondues.
Ben, c'est chouette. Ben, peut-être pas toutes confessions confondues, puisque j'ai pas étendu mes recherches sur l'ensemble de l'humanité, mais quand même, c'est fort intéressant, du moins. Ça m'émerveille de voir ça. L'Halloween, c'est une fête d'ancêtres, hein, comme je vous l'ai dit. Puis moi, j'aime beaucoup les ancêtres, les très lointains, les pas si lointains, les vivants et les morts. Oui. Alors, je me suis dit peut-être que j'aime autant l'Halloween parce que ma vie a connu beaucoup de morts et que cette fête extraordinaire me les ramène un peu une journée par année. Si on fête l'Halloween en Amérique, c'est en partie à cause de la forte immigration irlandaise et écossaise, dont je suis probablement un fruit. Mais pas probablement, je suis un fruit de cette immigration. Alors, je dis merci infiniment à vous, peuple fougueux qui comprend si bien comment s'amuser. Mes racines écossaises résonnent très fort aujourd'hui, puisque j'en ai des pas si lointaines, et que les racines irlandaises que je suis presque sûre, je sais pas si j'en ai, mais je suis presque sûre d'en avoir, mais du moins l'Écosse est présente et ça attestée par l'arbre généalogique que mon père a fait faire. Donc, mais mon arbre généalogique, il est très automnal. Il est très roux, mon arbre. Je porte vos spirales de brume et de grandes prairies luxuriantes dans mon ADN, cher peuple. Je vous aime tant. Mon Dieu, on dirait qu'on est là à Saint-Patrick ou le jour du tartan. Ouh! Alors, ben c'est pas grave. Je suis sûre que l'Halloween nous en veut pas. Mais on est bel et bien l'Halloween aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, je vous parle de l'agate. Ma pierre préférée d'entre les pierres, la pierre qui représente mon enfance, mes premières passions, la pierre par où tout a commencé. Si j'étais une vraie gorgone, je pétrifierais les gens en agate. À défaut d'être gentil, ça serait beau. Donc, le jaspe, me fait partir loin. L'agate, là, ça, là, oh boy, ça transcende mon monde. L'agate, c'est ma maison, c'est mon cœur, c'est ma pierre. Un jour, je vais lui construire un temple. Je vais pouvoir prier l'agate. Quoi, je l'ai appris déjà dans ma tête. Aujourd'hui, je vais simplement l'aborder un peu parce que pour moi, elle transporte beaucoup de bagages. Elle est la reine, pour moi, du pouvoir symbolique des pierres. Ouais. C'est ça. L'agate, c'est une chalcédoine. Un quartz microcristallin très riche en silice. Elle se présente le plus souvent dans une forme rubanée. Elle se forme parfois avec des bandes successives dont les couleurs peuvent être assez variées. Et elle est appréciée pour son originalité parce que chaque pièce offre des dessins, uniques. Les agates sont des résultats de la composition chimique des sols dans lesquels elles ont grandi. Les agates qu'on trouve dans la baie des Chaleurs au Québec et au Nouveau-Brunswick sont plus rouges, orangées, à cause d'une forte présence en fer. Celle du Mont-Lyell, qui se trouve vraiment à la même place, sur le même territoire, pas à la même place, mais c'est dans la même partie du territoire, ont des couleurs très différentes. Donc, on parle de beige, rose et bleu. Ça, c'est vraiment les couleurs typiques, très pâles, mais donc très organiques. On dirait de la peau qui s'est cognée. Oups, ça s'est fait un petit bobo, un petit bleu. Il y a quelque chose de très, très organique dans les agates du Mont-Lyell. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Elles sont très, très uniques. D'ailleurs, je ferai une émission que sur ça, parce que je vois une pièce là, juste devant moi, là, sur mon bureau, pendant que j'enregistre. Puis je pense que ça vaudrait la peine qu'elle ait son émission juste à elle, cette chère agate du Mont-Lyell. Donc, je vous reviens avec ça un jour. Alors, je continue cette liste. Il y a les agates du Botswana, qui sont dans les teintes de gris, de brun. Et elles sont fortement rubanées. C'est, je dirais, concentrique. On dirait carrément un tronçon d'arbre, en tout cas. Tandis que celles du Mont-Lyell, elles sont nodulaires. C'est caractéristique, en fait, du Mont-Lyell, c'est qu'on les trouve sous forme de nodules, hein, donc de boules. Alors, comme si quelque chose de très chaud, comme de la lave en fusion, par exemple, était tombé dans l'eau et qu'elle avait refroidi très rapidement en formant des boules très sphériques, là.
magnifique. Je pourrais presque la prendre puis jouer au baseball. Alors, ça nous indique en tout cas que leurs conditions de formation ont été probablement extrêmement différentes. Bref, pour moi, l'agate, c'est la pierre. Des pierres. Elle a été nommée en l'honneur d'une rivière sicilienne. Non. Sicilienne. Non. Oui, c'est ça, sicilienne. Ouh! Mon Dieu, je suis mélangée. Aujourd'hui, qui est disparue, la Cate ou la Catès, mais moi, je pense que c'est la Cate parce que phonétiquement, c'est presque comme la Gate. Mais bon, la rivière Acate. Théophraste, noble grec antique, en a fait mention dans ses écrits il y a 2000 ans. Donc, elle est connue. C'est une vedette. Cette pierre, on la retrouve dans l'archéologie dans des périodes bien antérieures aux Grecs. Les Égyptiens s'en servaient pour se décorer, pour ornementaliser leur vie de façon générale. Ils faisaient des vases, des bagues, des colliers et probablement un paquet d'autres objets ornementaux. Et elle est présente dans l'histoire humaine depuis fort longtemps. Cette pierre souveraine a une particularité fort ornementale. Elle est très dure et si on la coupe finement, elle peut être translucide. Elle a des dessins très élaborés et uniques à chaque pièce, donc elle porte un fort caractère ornemental. Elle est très poreuse, étonnamment, malgré sa dureté. Donc, à l'échelle de mots, on parle de 6,57. Donc, c'est très dur, là. C'est dur comme le jaspe. Elle peut donc être aisément teinte. Dans le commerce de l'agate, elles sont souvent teintes. Quand on trouve une agate très, très bleue ou très, très verte, en général, elles sont teintes. On teignait les agates il y a fort longtemps. Ce n'est pas une technique récente. La plupart des lectures que j'ai faites font état de la présence d'agates transformées par l'homme depuis longtemps, avec divers procédés, là, souvent avec des produits minéraux comme l'oxyde de fer, par exemple. Dans mes lectures, on remonte à plus de 5000 ans d'histoire là, pour l'utilisation de l'agate comme pierre ornementale. Donc, les Sumériens, un peuple qui me fascine, je vais sûrement vous en reparler souvent, possédaient les connaissances requises là, pour tailler cette pierre-là, vraisemblablement avec une certaine expertise. Ces connaissances semblent avoir voyagé dans l'Antiquité, puisque c'est pas rare de trouver des parures d'agate et de cornaline en Égypte. D'ailleurs, il y avait un gisement égyptien qui est tari aujourd'hui. Et ils étaient capables de faire des petites pierres roulées, là, les Égyptiens. Donc, ça demande du temps, une certaine expertise, des moyens et des outils. Puis, selon mes sources, les Celtes ont travaillé les agates aussi. Haha! Alors, mes ancêtres côtoyaient eux aussi la reine des pierres. Les peuples de l'Antiquité l'aimaient beaucoup. Elle était présente dans la vie des hommes pour embellir l'espace et le corps depuis très longtemps. Son histoire avec nous est donc très vieille. C'est un peu comme notre bonne compagne, notre chien protecteur. On a comme su l'apprivoiser. Alors voilà, les Grecs anciens qui ont l'habitude de nommer des choses, en fait, c'est une habitude super chouette parce qu'on a un paquet de mots qui viennent de leur propension à nommer, ne connaissaient probablement pas l'ampleur et la diversité des différents gisements qui existent à travers le monde. Il n'y avait pas juste l'Acate qui produisait des agates ou offrait des agates. On a le Brésil, le Canada, donc on en a une source, les États-Unis, le Botswana, le Madagascar, la Russie. Il y a des gisements en Europe un peu partout, là. Il y en a en France, il y en a un peu partout. Et des gisements qui sont des gisements encore actifs aujourd'hui. Et il y a eu des gisements éteints qui expliquent leur présence dans l'Antiquité, comme je l'ai dit tantôt. Ils étaient exploités dans l'Antiquité de façon abondante, je pense, comme en Égypte. Et il y en avait en Allemagne, des gisements qui sont aujourd'hui éteints. Elle est vaste, j'allais dire elle est vaste, cette pierre, mais c'est pas la pierre qui est vaste, c'est l'emplacement, en fait, les gisements sont vastes. On la retrouve un peu partout sur la planète, dans des endroits très ciblés. Donc, c'est une roche qui est créée par des grandes fractures géologiques où la lave transporte des solutions très riches en minéraux, en silice, en fait, là, qui vont se former par couches successives. À date, j'arrive pas à lire un consensus sur la formation de l'agate. Là. Certains disent que sa formation est lente et successive. D'autres que c'est en fait un instantané avec la roche-mère. Mais bon, disons simplement que lorsque le mystère entoure quelque chose, j'aime ça. Et cette pierre-là ne fait pas de consensus.
Du moins, j'en ai pas trouvé. L'agate est souvent comprise dans la composition d'une géode. Une géode, c'est une roche qui comprend une cavité au centre, en fait, la cavité est couverte parfois de magnifiques cristaux. Donc, plus on s'éloigne du centre, dans sa périphérie, le pourtour, je sais même pas si j'utilise les bons termes géométriques, mais bon. Donc, le pourtour de cette sphère-là, c'est souvent de l'agate rubanée, en fait. Les géodes, en tout cas, pour moi, c'est des objets de fascination totale, et ça depuis mon enfance, là. Chez nous, j'en ai plein. Elles sont importantes. En fait, non, j'en ai pas plein. Elles sont ciblées. Elles sont exposées. Elles ont une place privilégiée dans ma collection. Elles sont au mur, elles sont exposées. Fait que, tu sais, elles sont époustées, là. Donc, elles ont un traitement particulier. Je sais qui me les a offertes. Qui me les a offerts? J'ai un petit problème d'auxiliaire ici. Mais en tout cas, dans quelles circonstances? Elles revêtent un fort caractère sacré. Elles sont royales. J'en ai même une que j'ai fait casser au Salon des pierres et minéraux il y a longtemps. Il y a un monsieur qui fait ça, tu prends la nodule, tu prends la boule qui n'est pas fracturée, là, donc tu n'as aucune idée de quoi a l'air la cavité, puis tu la fais casser avec une machine. Et cette cavité est un cœur. Quand je l'ai vue, je me suis mise à sauter sur place, évidemment. C'était trop extraordinaire. Parce que je sais maintenant que l'agate m'aime comme une maman. Les agates ont vraiment une place privilégiée dans ma vie. Donc, si j'étais une pierre, je serais une agate. Il n'y a rien que je trouve plus extraordinaire minéralogiquement qu'une agate. J'ai lu aussi qu'elle venait du Carbonifère, donc j'aime beaucoup cette période préhistorique, mais bon, on va en reparler une autre fois, je pense. Mais mon imagination là, devient complètement hystérique quand on parle du Carbonifère. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait capoter. Bref, finalement, là, j'en ai parlé beaucoup. Mais ne vous en faites pas, sur elle, il y a encore tant à dire. C'est la pierre des 1001 histoires. Aujourd'hui, OK, je profite d'un ricochet symbolique avec une particularité de l'ornementation qui se rapporte pour moi à la thématique de l'Halloween que je veux aborder aujourd'hui. Avec l'agate, traditionnellement, en ornementation, les artisans en faisaient des camées. Un camé, c'est une sculpture, donc un bas-relief d'un visage qu'on veut immortaliser, d'un buste. Le plus souvent, là, c'est un buste. Le camé est un des maillons de l'art du glyptique, donc l'art de tailler des pierres fines en bas-relief. L'art ancestral a 5000 ans, puisqu'on taille des images dans la pierre fine depuis la Mésopotamie. Ah, ces Mésopotamiens, je les aime tellement. Le camé, pour moi, ça se corrèle au masque mortuaire, à la pérennité, au rapport d'identité. Donc, le camé, c'est une figure de roche, c'est un masque de roche. C'est une représentation qui va marquer le temps, qui est pérenne. Donc, c'est très relié à l'identité. Ça me parle de beaucoup de choses en rapport avec la représentation de nous-mêmes. Hein, ça me ramène au masque d'Halloween dans lequel on cache notre identité. Bon, là, bientôt, vous allez comprendre où je veux en venir, là. Parce que, écoutez, l'agate que je vous présente aujourd'hui est un masque. Je vous explique. C'est une agate de Madagascar qui m'a été offerte par mon ami, le bon géant du club de minéralogie, avec qui je partage un amour sans limite pour les agates. Vraiment. Cette agate, au fil de tous ses polissages, s'est dévoilée être le masque de Spider-Man. Question identité, là, c'est plutôt chargé du côté de Spider-Man. C'est la première fois que je vais vous parler d'une pierre masculine. Pour moi, elle porte vraiment cette énergie-là. Alors, pierre masculine qui porte le masque de mon super-héros préféré. Moi, j'aime ce personnage-là, Spider-Man, avec beaucoup de tendresse, parce que c'est un héros profondément humain qui devient une espèce de dieu malgré lui. Et les dons extraordinaires avec lesquels il est pogné le plongent dans des dilemmes cornéliens, là.
Le devoir de sauver l'humanité, l'amour qu'il porte à des femmes qu'il aime. Il ne peut pas dévoiler son identité. Les femmes qu'il aime se font... Tu sais, les femmes qu'il aime se font tuer ou ils sont en danger. En tout cas, pauvre lui. Très complexe personnage que ce Peter Parker, quand même. Sa vie est entourée de beaucoup d'épreuves. Il a des choix déchirants à faire. Et c'est tout au long de sa vie de héros, là. Il est torturé par beaucoup de choses. Il doit faire des choix, en fait. C'est un héros de choix. Il doit faire le choix d'utiliser ses pouvoirs pour le bien. Bon, très manichéen, là, vous me direz, très judéo-chrétien, très américain, là. Mais quand même, c'est très humain, tu sais, de se poser cette question-là par rapport au pouvoir qu'on a. Sérieux. Moi, je trouve que ça va au-delà de ça. Bref, Peter Parker. Voilà, je l'aime bien. Je ne peux que faire le lien avec l'animus. Donc, la figure masculine de la psyché qui nous soutient, qui nous structure, qui nous protège. L'image du père, un peu. Le père de notre enfance, si on est chanceux, c'est un héros. Un jour, on se rend compte qu'il est torturé comme tout le monde, là, mais à la base, c'est un héros. Mon père, ça a été mon héros, c'est sûr, là. C'est un Peter francophone. Hein? C'est un Pierre. Et à sa façon, mon père est un petit Spider-Man. Vous allez l'entendre dans le conte. J'en parle pas plus. Je garde un peu de pudeur sur cette courte histoire que vous allez entendre tantôt. Je tenais à vous parler aujourd'hui des super-héros comme mythologie moderne. Je suis une geek, quand même, à ma façon. Je suis pas une super geek, mais je suis quand même une geek, pour vrai. Oui, quand même. J'adore les super-héros. Je les reconnais super bien, quand même. Je sais pas mal qui est qui. Je sais pas toujours l'histoire au complet, ni le fondement profond de la structure de toute leur... Bon, des fois, c'est carrément une espèce de dynastie, tout ça, là. Mais, tu sais, j'ai pas lu beaucoup de comics, mais bon, j'ai tout écouté, les films. J'ai des livres sur les Fantastic Four, sur Spider-Man, sur Wonder Woman, bon. Je suis entourée de geeks. Je salue d'ailleurs tous les geeks de ma vie. Je trouve que c'est des beaux êtres humains, les geeks. J'aime bien. J'ai trouvé une vidéo de l'historien Laurent Turcot qui fait une analyse sociologique du phénomène du super-héros. Phénomène fortement américain, mais qui aujourd'hui envahit la cinématographie américaine. Oui, mais ça irradie partout dans le monde, là. Il a intitulé son vidéo « Les dieux d'aujourd'hui ». Alors là, j'étais en liesse. J'étais comme « wouhou ». Alors, pour moi, le super-héros, il a la même capacité associative là, qu'une déesse ou qu'un dieu. Prier Wonder Woman pour s'investir d'une particularité ou d'un pouvoir qui lui est associé, ça a pour moi le même potentiel symbolique que de prier Athéna. Hein, on prie des activateurs de notre psyché qui vont mettre en lumière des parties de nous ou des pouvoirs qu'on possède déjà et qui nous aident à faire sens, en fait, à leur donner sens, à les matérialiser, oui, d'une certaine mesure. Hein, donc, ils deviennent par la force des choses des figures archétypales puissantes, puisque dans l'inconscient collectif, elles sont fortement nourries. Et pour ceux qui aiment aller plus loin dans le mystère, pour mes amis païens et tout ça, qui aiment aller dans la magie de la vie, ben, elles sont des égrégores rendus là. Hein, elles deviennent puissantes à force d'être alimentées par des intentions, des croyances et des émotions. Elles sont pas anodines, ces figures-là. Elles sont puissantes, finalement. Voir évoluer un héros et s'associer à lui par la force de l'inspiration, ben, c'est vieux comme le monde. On a juste à penser à Gilgamesh, premier héros, qui était pas loin d'être un super de la Mésopotamie. Donc, c'était comme les premiers livres de l'histoire écrite parvenus à nos oreilles à ce jour. Puis, ben, c'est des récits d'héros, là. C'est des comics, tu sais. Ou on peut penser à Achille, tu sais, chez les Grecs anciens. Non, Spider-Man, c'est une sorte d'Achille moderne. C'est un nouveau dieu avec une faiblesse humaine. Puis aujourd'hui, les super-héros, ils ont leur festival sacré. Tu sais, un Comic-Con, ben, c'est un festival de dieux d'aujourd'hui où des adultes et des adolescents qui ont des cœurs d'enfants vont se déguiser pour incarner leur dieu préféré.
comme une grande célébration. C'est pas comme une grande, c'est une grande célébration de l'imagination. Hein. Alors, pour beaucoup de monde, ça revêt un caractère terriblement sacré, là, tout ça. Qui dit super-héros dit costume. Bon, qui dit costume dit Halloween. Le super-héros a une forte puissance symbolique. Puis les enfants qui jouent à l'incarner en se costumant, ils ont compris le pouvoir évocateur que ça représente. Alors, ça me fait penser à Dumbo, là, avec sa plume de corbeau. Le super-héros, il peut devenir un talisman pour activer la force intérieure. Alors, en l'honneur de cette prise de conscience de geek, j'ai décidé de nommer mon Agathe Spider-Man. Et pour son nom de famille, je me suis arrêtée sur Francoeur. Donc, Spider-Man, Francoeur. Spider-Man est un homme de cœur qui travaille dans l'ombre, avec des choix difficiles quand même. Notre Spider-Man franc-cœur a été créé dans une fracture géologique profonde. Il nous aide à quoi? À faire des choix de vie, des choix de cœur. Surtout quand notre vie a besoin d'une grande fracture, d'un moment où le volcan explose, où les failles se remplissent d'eau, la psyché a besoin d'un espèce de, j'allais dire, juste le mot anglais, là, un reboot, pour continuer sur des nouveaux paradigmes. On a besoin de croire profondément en soi quand on a à faire un très grand pas. Donc ici, la pierre reine devient un roi. Elle devient l'animus, en fait, qui nous structure dans le monde, qui oriente nos actions dans des moments failles, qui nous protège, qui nous soutient. C'est ça sa job à l'animus, c'est soutenir notre action. Tout simplement. Ben, en fait, sûrement plus compliqué que ça, là, mais bref, je vous le simplifie là, dans ce que moi je comprends. Pour faire des cassures, ça demande du courage. Ça tombe bien, Spider-Man en a. Ça prend une certaine part d'insouciance, Spider-Man en a. Et ça demande aussi une grande profondeur. Ça, Spider-Man en a une. Et une grande capacité d'adaptation. Donc, ça aussi, ça l'habite comme personnage. Spider-Man se cache. Il cache son identité pour protéger ceux qu'il aime. Il cache son visage sous un masque. Le visage est très présent dans cette histoire-là. Je pense que c'est pour ça que je l'ai associé autant au kami, que le kami prenait autant de place dans ma tête. Visage qu'on voit, visage qu'on dévoile, visage qu'on cache, identité qu'on cache, identité qu'on dévoile, tout ça, ça fait partie des choix qu'on prend dans la vie. Spider-Man a plusieurs facettes. Lui, il cache son identité pour protéger les gens. Si Spider-Man te protège, si Spider-Man t'aime, toi, t'as plus besoin de te cacher. Tu peux être qui tu veux. Lui, cet anonymat-là, il le vit à ta place. Spider-Man, il fait ça pour toi. C'est gentil, Peter. C'est très gentil. Donc, Spider-Man, tu sais, c'est pas un extraterrestre comme Superman. C'est pas un dieu comme Thor. C'est un homme devenu un dieu parce qu'il est pratiquement invincible, comme Achille. Il te connaît donc mieux que les dieux. Et j'aurais pu vous parler des dieux et des déesses araignées, là, mais là, on en reparlera une autre fois, parce que le sujet est particulièrement dense. Mais ce que je peux dire, c'est que dans plusieurs spiritualités, les déités araignées sont souvent des déités reliées au destin. Bref, moi, je trouve que dans le cas de notre héros, qui a un destin particulièrement complexe, en tout cas, il est bien équipé symboliquement pour nous aider à faire des choix, parce que sa vie est pire que la tienne. En tout cas, je te souhaite que ta vie elle soit plus simple que celle de Spider-Man, en tout cas. Sans dire que vous allez vous mettre à prier Spider-Man, là. Ce phénomène de société-là est vraiment fascinant. Et je cite Laurent Turcot, « Les super-héros ne sont pas un simple divertissement. Ils permettent de comprendre les obsessions collectives et individuelles sur les valeurs essentielles de la société occidentale. » Merci Laurent pour cette phrase qui résume si bien ma pensée. Alors, je vous remercie d'avoir été avec moi pour cette lune bleue. C'est la première fois depuis 1944 que l'Halloween a sa pleine lune. Même même mon père a jamais vécu ça. Alors, je dis ça parce que mon père a plus que la moitié d'un siècle. On l'appelle bleu
parce qu'elle est la deuxième du même mois en plus. Donc, c'est dire comment elle est spéciale. Je vous souhaite la plus belle lune bleue de votre vie. La prochaine est en 2039, si je me souviens bien. Je vous souhaite le plus beau Samhain aussi. Je vous souhaite beaucoup de déguisements, d'émerveillements, de tartes à la citrouille. Célébrez vos ancêtres, célébrez vos morts et vos vivants. La frontière est si mince entre les deux mondes ce soir. Donc, je vous embrasse virtuellement et vous couvre de bonbons. Je me sens comme Cléopâtre dans Astérix. Qu'on le couvre d'or! Moi, je te couvre de roquettes. Alors, ou d'un autre bonbon, tu préfères. Alors, merci infiniment, Rocheux Rocheuse, pour votre présence. Toujours un plaisir incommensurable. Je vous laisse écouter mon conte. Tout simple, tout simplement. Très intime. Je vous l'explique pas plus. C'est un conte très court, plein d'amour et plein de fierté et de reconnaissance. À bientôt et bon Halloween. Petit Pierre, tout petit Pierre, tu marches dans les rues un comique sous ton bras. On attend de toi beaucoup de choses, parce que tu es un garçon, le premier et le dernier de ta famille de titans. Les histoires de titans finissent toujours mal. Les géants mythologiques ne sont pas de bons parents, ce sont des titans. Ils aiment le pouvoir et le pouvoir nous conseille bien mal pour élever des enfants. Petit Pierre, tu marches avec sous ton bras un comics acheté 5 sous quelque part. Tu as mis ton petit costume de Spider-Man par-dessus ton cœur tendre, ton cœur druse, ton cœur en géode. Pour quelques heures, tu seras un héros avec de grandes responsabilités, celle d'arrêter les spirales de la colère du pouvoir. Ça te prendra du temps. Les titans sont difficiles à maîtriser. Tu manges des bonbons en réfléchissant longtemps à ce que tu pourrais faire de grand. Ce n'est pas évident dans cette maison de réfléchir. Il faut être fort, soit tu deviendras fort. Je ne sais pas si tu sais déjà à quel point tu es fort, petit Pierre. Dans ton costume, tu deviens qui tu veux. Tu défends ta sœur et ta mère. Tu es déjà fort. Je te le dis. Tu choisis. Choisir, c'est fort, surtout quand on choisit de ne pas répéter le pouvoir. Dans ton costume, tu deviens un héros. Un jour, tu renverseras le titan pour vrai. Il n'aura d'autre choix que de se retirer en lui-même, et ce sera une bonne chose. Tu feras ce qui est juste. Un jour, tu seras grand Pierre. Tu materas la bête qui te donnait tant de fil à retordre. Tu seras qui tu veux. Les monstres de ton existence seront bien enfermés dans leur cocon de soie. Invente-toi, deviens qui tu veux et choisis. Les grands pouvoirs viennent avec de grandes responsabilités. C'est Stan Lee qui l'a dit. Et cette responsabilité est celle du cœur. Ça, c'est moi qui te le dis. Merci, petit Pierre. Tu ne le sais peut-être pas, mais tu as fait de mes pas des pas de lumière.